Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Clémenti, je suis consultant au sein de Camp2Camp dans l'équipe Business Solutions. Je voudrais vous parler aujourd'hui des 10 points pour optimiser le coût de votre ERP. J'aimerais vous parler d'abord de Camp2Camp, vous expliquer qui on est, avant de rentrer dans le vif du sujet, et tout de suite aborder quels sont les éléments principaux à connaître du coût d'un système ERP. Puis ensuite, j'en viendrai à mes 10 conseils, mes 10 points clés pour optimiser les coûts d'un ERP. Ensuite, je conclurai, vous pourrez poser toutes les questions. Alors à propos de Camp2Camp, Camp2Camp c'est une société fondée en 2001. On est environ 120 employés, avec une forte croissance en ce moment. On propose 3 solutions majeures. On est dans l'équipe Business Solutions, on est Gold Partner Odoo depuis 2006. Et puis comme vous pouvez le voir au niveau géographique, on est sur plusieurs sites pour être au plus près de nos clients. Donc Chambéry, Paris, et en Suisse, Lausanne, Olten, et Munich en Allemagne. Alors quels sont les éléments à prendre en compte pour évaluer le coût d'un système ERP? Alors l'implémentation, à proprement dit, combien ça coûte? Alors la réponse, c'est évidemment ça dépend des besoins métiers que vous allez expliquer à votre intégrateur, et ça dépend aussi des capacités de l'ERP. En fait, c'est la combinaison des deux qui va permettre de déterminer le coût de votre ERP. Mais si je devais vous donner un chiffre, je dirais que c'est entre 2 et 4% de votre chiffre d'affaires annuel. Vous pouvez compter, prendre ça en compte comme en moyenne. Alors évidemment 4% c'est plutôt élevé, c'est dans le cas de beaucoup de customisation, 2% c'est plutôt faible, c'est le cas où on reste très standard par rapport à l'utilisation de l'ERP, on a fait une bonne sélection du logiciel en fonction de son métier auparavant. Alors qu'est-ce que j'entends par coût d'implémentation? Alors il y a l'implémentation à proprement dit, c'est-à-dire la phase d'analyse, la phase de conception, les spécifications, les développements, la phase de formation, tout ce qui est test, jusqu'au go live. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi ensuite après le go live, le support, qui évidemment va représenter un coût après le go live, et tout ce qui est coûts récurrents. Et les coûts récurrents, ce sont l'hébergement, le hosting en anglais, la maintenance serveur, et pour les cas, pour les ERP propriétaires, évidemment, il faut prendre en compte aussi les licences. Pour les ERP open source, ces licences existent, mais elles ont une prestation de service en contrepartie. Alors, y a-t-il des coûts cachés, en plus de ceux que je viens de lister? Bien, cachés, ça dépend, c'est pas forcément caché, mais en tout cas, il faut ne pas les oublier. À commencer par le coût du staff côté client, de votre côté à vous, qui va devoir travailler sur le projet. Je vous prends un exemple concret. Sur un projet qui demande une centaine d'heures de travail pour l'intégrateur IT, il ne faudra pas négliger que du côté de l'entreprise, il faudra aussi probablement investir une centaine d'heures de travail également. Évidemment, ce n'est pas une règle absolue, ça peut varier d'un cas à l'autre, mais ça donne un ordre de grandeur. Donc, le staff doit anticiper, avant l'implémentation du projet, qu'il va devoir passer du temps. Évidemment, ça sera probablement, si c'est mal anticipé ou pas planifié, au détriment du travail qu'il doit faire au quotidien, ce qui pourrait engendrer du stress, des problèmes d'organisation, du manque de temps pour les autres tâches. Donc, il faut bien anticiper cette partie-là. Le projet d'implémentation commence toujours par une phase d'analyse où on identifie des gaps. Les gaps, c'est la différence entre les capacités de l'ERP, du logiciel, et les objectifs, les besoins fonctionnels qu'on souhaite combler. Évidemment, cette phase est cruciale. Il faut identifier un maximum de gaps et parfois, certains gaps ne sont pas identifiés. Donc ça, effectivement, ça peut être un risque.
de coûts supplémentaires, parce qu'un gap qui est identifié en cours d'implémentation, très souvent, c'est un peu trop tard pour changer de système ERP à ce stade-là, donc il va falloir trouver une solution. La solution, ça peut être simplement une solution de contournement, ça peut être une solution logicielle, avec du développement, mais ça peut être une solution hors système, avec tout simplement un changement d'organisation côté entreprise. Dans tous les cas, c'est un coût supplémentaire. Et puis enfin, il y a le coût de migration. Alors le coût de migration, il inclut beaucoup de choses. Il inclut évidemment le travail à proprement dit, le travail technique, mais une migration, ça s'apparente très souvent aussi à l'implémentation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un changement dans les méthodologies de travail. Le RP peut évoluer et donc proposer des fonctionnalités qui vont être présentées ou qui vont évoluer. Et donc il va falloir bien s'adapter aux nouvelles contraintes du logiciel. A l'inverse, ça peut être le business qui évolue et le RP du coup qui n'est plus aussi adapté. Donc dans une migration, il peut y avoir aussi des évolutions. Mais dans la migration, il y a surtout un coût, qui est souvent le coût caché dont on parle, c'est le coût qu'on appelle la dette technique. Alors la dette technique, si vous êtes obligé de changer votre ERP ou migrer votre ERP parce que vos flux business ne correspondent plus aux capacités de l'ERP. En gros, vos flux business ne collent plus avec ce qui a été paramétré dans l'ERP au départ. Si vous devez changer de ERP parce que votre infrastructure IT est juste obsolète. Infrastructure, j'entends évidemment les couches qui sont sous l'installation de l'ERP, mais aussi d'un point de vue architecture, votre ERP peut-être a des connexions avec d'autres logiciels. Si vous devez changer de ERP parce qu'il y a une perte de connaissances, c'est un cas d'ailleurs que j'ai en ce moment, une boîte qui a été rachetée avec des nouvelles personnes qui ont été formées par les personnes qui avaient été formées à l'origine, mais du coup forcément moins bien formées que ce qui a pu être fait par l'intégrateur au départ, moins de temps en général surtout. Là, vous êtes dans une situation compliquée. C'est-à-dire que c'est exactement et précisément la situation qu'on veut éviter. C'est ce qu'on appelle la dette technique. Et celle-là, c'est celle que vous devrez payer, qui conditionnera en grande partie le coût de votre migration si vous devez migrer votre ERP actuel à une nouvelle version. OPEX ou CAPEX? Alors OPEX en anglais ça veut dire charge et CAPEX ça veut dire investissement. Donc la distinction, c'est une distinction très comptable. Est-ce qu'on considère qu'un ERP c'est un coût ou est-ce qu'on considère que c'est un investissement? Évidemment, en tant qu'intégrateur, on considère que c'est plutôt un investissement pour plein de raisons. Parce que notamment ça vous permet de faire le ménage dans vos données à partir du moment où vous faites une implémentation. Évidemment, ce n'est pas le cas si vous faites une migration puisqu'on récupère vos données. Mais changer de ERP ou prendre la décision de mettre en place un ERP, ça vous permet de nettoyer vos données, votre base client, votre base article. Ça permet d'améliorer votre organisation. L'objectif, un des objectifs recherchés, c'est aussi d'améliorer la communication interne. Les ERP modernes aujourd'hui sont très axés communication. Vous avez des canaux de discussion, un peu comme des forums, vous avez des chats internes, vous avez des moyens de pinguer, de contacter un collègue via le système. Et donc ça limite tout ça, limite d'autant les différents canaux de communication comme les emails, les autres services comme Slack qu'on peut avoir dans les entreprises, etc. Et puis un dernier élément, c'est que parfois c'est vrai qu'il peut y avoir des réticences au changement, mais le plus souvent, je pense que c'est même dans la majorité des cas, c'est un facteur de motivation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vraiment ultra motivés à faire en plus de leur travail, le travail pour améliorer tout ça. Parce que très souvent, ils savent parfaitement tout ce qui peut être amélioré. Et donc l'idée de mettre en place un ERP, c'est toute une opportunité. Ça peut créer aussi un état d'esprit, un véritable team spirit, toute une équipe qui s'engage vers un objectif. Très souvent, la mise en place d'un ERP, c'est quand même beaucoup de travail contracté sur quelques mois. Donc il y a un début, une fin, et on sait qu'on devrait voir assez rapidement le résultat de tout ce travail. Donc il y a vraiment un objectif
de résultats et ça peut créer vraiment une émulation. Donc, il peut y avoir un vrai ROI, c'est-à-dire Return of Investment, un retour sur investissement. Voilà pourquoi ça serait plutôt CAPEX que OPEX. Alors maintenant, passons-en aux 10 points pour optimiser votre coût ERP, maintenant que vous connaissez les différents éléments qu'il faut regarder. Ça, ce sont les éléments factuels, le coût d'implémentation et les coûts récurrents, ça je l'ai expliqué, les coûts de support. Maintenant, ce que j'aimerais donner, c'est vraiment 10 points clés que je ne suis pas allé chercher sur Internet. J'ai essayé vraiment de me couper de ce qui est dit habituellement et de me baser sur mon expérience. Ça fait 10 ans que je mets en place des systèmes ERP dans les entreprises. J'ai fait plus de 50 projets de bout en bout, dans vraiment des business très différents. Et donc, je veux vraiment transmettre cette expérience. Il n'y a pas forcément d'ordre d'ailleurs dans ces 10 points, c'est 10 points clés pris de manière séparée. Alors le premier point, je dirais, c'est de ne pas faire l'erreur de considérer que l'implémentation, c'est un projet pur IT. C'est au moins autant un projet de change management, vraiment concentré sur les gens. Il faut vraiment embarquer les gens dans le projet, il faut qu'ils soient motivés, qu'ils soient moteurs, qu'ils aient envie pour pouvoir arriver à un résultat. C'est pour ça que l'IT, c'est bien. Hein. Évidemment, on va faire des développements. Évidemment, il va y avoir des analyses préalables au départ pour bien recueillir les besoins fonctionnels. Mais il faut aussi que les gens adhèrent au projet. Alors, il y a une courbe, évidemment, qui est très connue dans le monde des implémentations ERP. Il y a toujours l'état actuel. Donc j'ai repris ce graphique. Donc vous voyez l'état actuel. Et puis en pointillé noir, vous voyez, ça nous mène jusqu'à l'état désiré, c'est-à-dire le nouvel ERP a été mis en place, on a terminé le travail et évidemment on a des bénéfices tangibles par rapport à la situation actuelle. Et donc évidemment l'espoir, c'est représenté par les pointillés, mais ce n'est pas la réalité, c'est que dès qu'on va amorcer le projet d'implémentation, tout de suite, on va ressentir du mieux. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est que c'est plutôt la ligne rouge, à condition qu'on ne fasse pas de change management, qui va créer une période de disruption, c'est-à-dire une période où il va falloir faire, en plus du travail habituel, il va falloir gérer ce projet-là, et donc on va être dans une situation évidemment moins stable que d'habitude. Et donc tout le travail de l'ERP, de l'intégrateur, c'est de réduire cette ligne rouge et de vous amener à la ligne qui est en pointillé léger, vous voyez, entre les deux autres lignes, pour réduire cette période de disruption et la rendre la plus facile possible. Deuxième point, il faut évidemment bien sélectionner le logiciel, donc le ERP par exemple dans notre cas, et l'intégrateur. C'est un couple. Donc c'est un couple, je dirais même que c'est un trio si on intègre l'équipe client, hein, puisque évidemment c'est les trois ensemble qui vont faire ou ne pas faire le succès du projet. Donc la sélection de l'ERP est très importante parce qu'elle doit prendre en compte votre business. Par exemple, si vous êtes dans un secteur très particulier, je pense qu'une bonne approche, c'est de chercher un ERP qui est verticalisé pour votre métier. Le deuxième choix, évidemment, derrière, ça sera le coût, parce que très souvent, ça peut engendrer un coût supérieur. Il y a d'autres approches possibles. On peut choisir un ERP plus généraliste et on accepte de faire certaines customisations, voire de trouver des solutions de contournement dans le système ou hors système pour arriver au même résultat. Donc il y a tout un processus en général pour sélectionner le bon ERP qui n'est pas une mince affaire, ça peut être compliqué. Il y a des sociétés qui proposent ces services-là. En général, ils ont des immenses cahiers des charges avec des centaines de lignes qu'ils envoient à plusieurs partenaires. Et puis les partenaires, comme nous, on essaye de dire, pour chaque fonctionnalité, oui, c'est couvert complètement, oui, ou non, c'est pas couvert, ou ça l'est que partiellement. On compare ensuite tous ces catalogues de fonctionnalités, puis on peut déterminer ainsi quel ERP pourrait être le mieux. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais la sélection de l'ERP, c'est une étape cruciale, puisqu'ensuite, une fois qu'on a fait la sélection, il faudra faire avec.
Mais il ne faut pas oublier non plus la qualité de l'intégrateur. C'est-à-dire que même si vous sélectionnez un très bon ERP, si vous n'êtes pas bien accompagné, si vous n'avez pas le bon intégrateur qui va comprendre vos besoins et qui va être dans la meilleure position possible pour vous aider, c'est-à-dire comprendre votre métier et avoir une très bonne connaissance de l'outil, il y a de bonnes chances pour que le projet ne fonctionne pas. Et puis évidemment, il y a le troisième élément, c'est vous. Et c'est seulement ces trois éléments-là mis ensemble avec un état d'esprit collaboratif qui pourra faire que le projet va être un succès. Le troisième point, je dirais que c'est la récolte des besoins métiers, évidemment. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours commencer par cette phase d'analyse. Au départ, il ne faut pas négliger. Nous, on a parfois des prospects qui nous approchent. On leur propose quelques heures d'analyse sur place, ou voire un jour, voire 2 jours, ça dépend de la taille évidemment, et qui nous disent non, tout simplement. Là, on sait qu'en général, on n'ira pas plus loin, on va arrêter immédiatement parce que l'approche est tellement mauvaise dès le départ que soit il y a une discussion et il y a un changement d'état d'esprit, mais démarrer comme ça sur les chapeaux de roue sans faire d'analyse préalable, évidemment, c'est la recette pour rater le projet. La phase d'analyse, c'est seulement une partie de cette phase que j'appelle conception. Donc évidemment, il y a le recueil des besoins, puis ensuite, côté intégrateur, il doit y avoir des personnes, souvent on appelle ça des architectes, qui doivent concevoir la solution. Donc, c'est-à-dire avec la connaissance logicielle et la connaissance de vos besoins qui ont été récoltés dans les phases d'analyse, mettre ça ensemble et ils vous proposent la meilleure solution, ce qui nous permet évidemment de donner une estimation, donc un budget et un planning derrière. Il ne faut pas négliger cette phase de conception parce qu'elle représente une part assez importante de tout l'investissement. C'est-à-dire que ça peut faire entre 15, et j'ai même vu des cas monter jusqu'à 35% du projet complet. Donc 35%, ça c'est vraiment pour des métiers un peu particuliers où une verticalisation ferait du sens, un ERP verticalisé pour ce métier-là ferait du sens. Mais pour être plus, on va dire, raisonnable, entre 15 et 25%, c'est probablement le temps qu'il faut allouer à la phase de conception et donc le coût aussi au global. Le deuxième point, c'est que il faut intégrer ce qui est pas les quick wins, mais là où il y a de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que, pour résumer, on va dire, il faut intégrer 80% de ce que vous souhaitez intégrer et ne pas chercher à tout prix à intégrer les 20% qui restent, qui pourraient être plus compliqués à mettre en place, parce que ces 20% risquent de vous coûter 80% du projet. Donc il faut avoir une approche très pragmatique, au moins dans une phase 1. Ça n'empêche pas, par la suite, après un premier go live, après que les gens se soient habitués à l'outil et qu'ils aient compris qu'en fait, ils travaillaient complètement d'une manière différente, et probablement ils vont trouver des chemins qui vont permettre de résoudre des problèmes qu'ils pensaient être des soucis pendant la phase d'implémentation, et puis finalement ils ont trouvé une solution. Donc il ne faut pas penser évolution toujours dans cette phase d'implémentation. Donc le 80-20, c'est quelque chose à avoir en tête. Ensuite, il faut penser ROI, c'est-à-dire, encore une fois, retour sur investissement. Chaque gap identifié, le gap étant, encore une fois, un flux fonctionnel qu'on n'arrive pas à faire rentrer dans les fonctionnalités de base du système, chaque gap doit être challengé. Est-ce que, finalement, si on ne l'implémente pas, ça va coûter plus cher ou moins cher que si on fait un nouveau développement, par exemple si on doit créer un module. Si, par exemple, vous me dites j'ai une tâche, ça me prend 2 heures par mois, et donc c'est beaucoup trop, il faut que je crée un module, et que ce module, il faut 5 à 10 jours pour le créer, il est évident que c'est un mauvais choix. Il vaut mieux continuer à faire cette opération manuellement que de chercher à tout automatiser. Il faut que la valeur ajoutée soit plus importante que ça pour décider d'un développement. Et encore une fois, au moins en phase 1. En phase 1, c'est même complètement exclu à mon avis. Et puis enfin, dernièrement, au niveau, j'ai parlé des business requirements, c'est-à-dire des flux métiers, mais il ne faut pas négliger non plus l'architecture IT. Il faut éviter une certaine complexité. Très souvent, en phase d'analyse, on nous présente un graphique avec l'ERP au centre et une nuée de logiciels tout autour, avec des connecteurs dans tous les sens. Ça, c'est clairement un facteur de risque. Donc il faut essayer de réduire au maximum. Autre point, il faut qu'en interne, vous ayez les compétences nécessaires pour gérer un projet ERP.
C'est vrai que les ERP maintenant touchent aussi les petites entreprises. Avant, c'était vraiment les plus grosses PME, voire grandes entreprises qui pouvaient se le permettre. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise peut se payer un ERP. Mais du coup, il manque parfois des compétences en IT. Alors, IT, c'est une partie, c'est probablement la moitié, comme je l'ai dit plus tôt, mais c'est aussi la connaissance des flux métiers. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une idée très claire de la façon dont vous voulez travailler avant de pouvoir envisager la mise en place d'un ERP. Alors, la mise en place d'un ERP est aussi la manière de structurer votre façon de travailler. Donc, évidemment, c'est les deux qui vont converger vers une solution. Vous devez avoir aussi des compétences quand même en interne pour gérer un projet. Sinon, ce qui vous manquera, c'est une compétence d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. C'est aussi une prestation de service qui peut être fournie par un intégrateur ERP. Mais voilà, c'est pour des projets peut-être un peu plus importants que ce genre de prestation est proposé. Donc ça veut dire que vous, en interne, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui canalise les besoins, qui les suive. Et évidemment, côté intégrateur, il y aura aussi un chef de projet, mais il ne pourra pas tout faire, tout coordonner du côté client. Donc ça, c'est un point à ne pas négliger au départ. Il ne faudra pas négliger non plus l'aspect testing. Alors ça, c'est dit, redit, c'est très connu, mais évidemment, c'est très important. Ce point est très important. Il faut faire des tests de qualité, il faut les écrire à l'avance, il faut les respecter, il faut faire des rounds de testing en disant très précisément, ok, celui-là il est fait, celui-là j'ai un commentaire à faire, et puis la fois suivante, il faudra recommencer. C'est un travail ingrat, mais qui détermine le succès du Go Live. Puis il ne faudra pas non plus sous-estimer les imports de données. Trop souvent, j'entends, oui, mais dans mon équipe, ils maîtrisent Excel, donc il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas ça le problème. Alors, avoir une connaissance Excel, c'est bien, mais faire du nettoyage de données, ça peut s'avérer très compliqué selon les cas, surtout si vous venez d'un autre ERP qui fonctionne de manière complètement différemment. Il va falloir croiser différentes tables entre elles et avoir une très bonne connaissance, par exemple, de votre liste de clients ou de produits pour pouvoir être en mesure de faire ce nettoyage qui peut parfois prendre des jours. Il ne faut pas le sous-estimer. Et donc tout ça, ajouté à des problèmes de conversion de données, d'encodage, donc le data import, ça peut s'avérer très compliqué, il ne faut surtout pas le négliger, et c'est surtout la responsabilité de l'entreprise et pas de l'intégrateur. L'intégrateur va vous donner peut-être des outils pour faciliter le travail, mais à la fin, les données qui ont été migrées, qui ont été importées, je ne parle pas évidemment de migration, puisque dans le cas de migration, on récupère les données existantes, mais dans le cas d'une première implémentation, c'est vos données, c'est votre responsabilité. Une implication du management est essentielle pour le projet. Il faut être impliqué à la fois dans la phase d'analyse, mais aussi il faut s'assurer que tout le staff est impliqué et que c'est un objectif primordial. Il ne faut pas qu'il y ait deux langages. Là aussi, c'est quelque chose que je vis assez souvent. On a un patron qui dit « moi, je veux du standard », sous-entendu « je veux une solution pas chère ». Et ensuite, il se retire de la phase d'analyse et ce sont les gens qui prennent le relais, les responsables de département par exemple, ceux qui connaissent les flux, et eux, bien sûr, ce qu'ils veulent, c'est améliorer leurs flux. Donc, ils demandent un maximum de fonctionnalités. Et là, on démarre avec tout de suite une approche un peu schizophrène et qu'il faut absolument neutraliser. Donc, en général, quand ça démarre comme ça, on essaye de tout de suite recadrer, recréer cet objectif commun de façon à partir sur les bons rails. Voilà, bien sûr, je ne vais pas m'étendre là-dessus, il faut avoir un budget et des timelines, un planning suffisant. Il ne faut pas demander aux équipes de faire tout en plus de leur travail parce que c'est un facteur de risque énorme. Et puis, évidemment, il faut définir quelle est la meilleure façon de travailler. En général, pour un ERP, il y a deux approches majeures, il y a le waterfall et l'agile. Nous, par exemple, chez Camp2Camp, on travaille beaucoup en agile, mais par contre, le waterfall est souvent ce qui est attendu côté client. Il ne faut pas aller contre la culture de l'entreprise, je pense. Donc, il faut savoir s'adapter à l'une ou l'autre des méthodologies. Voilà, donc là, c'est un point hyper important. Phase 1, vraiment, il faut coller aux fonctionnalités standards. Il faut essayer de faire en sorte de prendre le maximum de fonctionnalités
qui vous sont proposées par l'outil, même des fonctionnalités que vous n'auriez pas envisagées dans un premier temps, mais qui sont faciles à implémenter. Je ne sais pas, par exemple, la mise en place des emails, peut-être que vous n'aviez pas les emails depuis votre ERP avant. Là, avec un nouvel ERP, vous pouvez l'activer facilement et du coup, vous avez plein d'avantages qui en découlent. Ça serait dommage de ne pas mettre en place ce genre de fonctionnalité. Voilà. Chaque fonctionnalité doit être challengée, évidemment, pour avoir le maximum de value au regard du cost que ça peut implémenter. Conclusion, je résume un peu tout ça avec une image en bas. C'est le bouton « Fais mon job pour moi ». Et ça, c'est quelque chose qui est malheureusement un peu trop attendu, c'est-à-dire qu'on rêve évidemment d'une solution où tout est automatisé, et malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça doit être imaginé, anticipé. Vous n'allez pas avoir le bouton « Fais mon boulot » qui va être créé pour vous. Ça serait même une grave erreur. Il faut vraiment compter sur les gens, parce que l'IT, c'est bien pour automatiser des flux qui sont automatisables, c'est-à-dire qui roulent, où il n'y a pas de problème, mais par contre, rien ne remplacera les êtres humains et leur connaissance de l'entreprise pour gérer tous les cas spécifiques et rares. Donc tout ça, ça va dépendre de la relation et de l'état d'esprit pendant la phase d'implémentation avec votre partenaire IT. Donc l'esprit de collaboration avec le partenaire, mais aussi en interne vis-à-vis de l'outil. On ne cherche pas à faire en sorte que l'outil fasse tout, on veut prendre le meilleur de l'outil. Voilà, je terminerai juste avec un mot sur Odoo, parce que c'est la solution ERP que nous avons choisie maintenant depuis de nombreuses années. Pourquoi on a choisi Odoo? Et juste quelques points à lister, vous allez comprendre au regard de ce que je viens d'expliquer pourquoi ça nous semble être une excellente solution. C'est parce que déjà c'est une technologie moderne, c'est un ERP généraliste, il n'est pas verticalisé dans un métier. Il vise les PME en particulier, donc ça peut être 5 employés, 100 employés, voilà, et puis on a fait même des projets plus importants. Il est modulaire, c'est-à-dire qu'on peut installer module par module, on n'est pas obligé de faire des méthodes de Big Bang, c'est-à-dire tout installer d'un bloc, même si c'est possible aussi. Il a la possibilité comme ça d'être implémenté petit bout par petit bout, donc très agile, on va dire. C'est un outil open source, ce qui donne une puissance de frappe beaucoup plus importante parce que vous avez accès à toutes les fonctionnalités standards de l'éditeur, Odoo SA, mais vous avez toute une communauté qui vous permet de rajouter des fonctionnalités parce qu'il y a des centaines de modules qui existent comme ça sur l'Odoo App Store qui vous permettent d'étendre les fonctionnalités existantes. Les licences Odoo, par exemple, parce que c'est un outil open source, ne sont pas des licences payées à fond perdu. Il y a un service de migration et de support illimité qui sont proposés en contrepartie de ces licences que vous payez. Et enfin, en partie parce que c'est aussi open source, c'est un produit qui est très customisable. Donc, ça nous donne la possibilité de nous adapter à des métiers et de gérer des projets encore plus importants que des simples PME. Voilà, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur chem2chem.com/odoo. On peut passer aux questions. Merci.